Mesdames et messieurs, si vous aspirez à transformer votre vie, tout commence par une seule chose: prendre le contrôle de votre esprit. Peu importe votre intelligence, vos talents ou le potentiel que vous pensez détenir. Si vous ne parvenez pas à maîtriser vos pensées, vous serez toujours prisonnier d'un sentiment de stagnation, d'anxiété et de réactivité. Car voici une vérité fondamentale: votre esprit est le centre névralgique de tout ce que vous entreprenez. Chaque action que vous posez, chaque mot que vous prononcez, chaque décision que vous prenez naît d'une pensée. Pourtant, la majorité des gens laissent leur esprit fonctionner en mode pilote automatique, comme un avion sans commandant de bord. Ils ne sont pas aux commandes, ils se contentent de réagir. Ils réagissent à leurs émotions, à leurs peurs, aux paroles des autres, aux messages des réseaux sociaux ou aux échos de leur passé. C'est comme confier les clés d'une voiture de course à un enfant de 3 ans. Le chaos est inévitable. Vous devez prendre conscience d'une réalité essentielle. Votre cerveau n'est pas conçu pour vous mener au succès, mais pour assurer votre survie. Il est programmé pour repérer les dangers, anticiper les rejets et éviter les échecs. C'est pourquoi il vous pousse à fuir les défis, à remettre à plus tard, à douter de vous-même ou à vous replier sur vous-même. Ce n'est pas une question de faiblesse. Votre cerveau agit ainsi parce qu'il pense vous protéger. Mais voici la bonne nouvelle: ce mécanisme par défaut ne scelle pas votre destin. Vous avez le pouvoir de reprogrammer votre esprit. Vous pouvez entraîner vos pensées à travailler pour vous, et non contre vous. Et lorsque vous commencez ce travail, tout dans votre vie commence à se transformer. Vous cessez de ruminer sans fin pour passer à l'action. Vous arrêtez de douter pour commencer à décider avec assurance. Vous mettez fin à la répétition des échecs du passé pour écrire de nouvelles histoires, celles d'une vie que vous choisissez consciemment. Mais ce changement ne se produit pas par magie. Il commence par une prise de conscience. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. La première étape consiste à repérer ces schémas de pensée destructeurs qui vous freinent. Quand vous vous surprenez à penser « je ne suis pas capable de le faire »,« je ne suis pas à la hauteur » ou « je rate toujours tout », prenez un moment pour vous arrêter. Ces pensées ne sont pas des vérités absolues. Ce sont des récits que vous vous êtes racontés, parfois pendant des années, jusqu'à les accepter comme des faits. Mais une histoire, aussi familière soit-elle, peut être réécrite. Imaginons votre esprit comme une maison. Si les fondations sont fragiles, si les murs sont fissurés par des croyances limitantes, tout ce que vous essayez de construire s'effondrera sous le poids de ces failles. Prendre le contrôle de votre esprit, c'est comme rénover cette maison. Vous commencez par inspecter chaque pièce, chaque recoin. Vous identifiez les endroits où les pensées négatives se sont incrustées, où les doutes ont pris racine, où la peur a érigé des barrières. Ce travail d'introspection n'est pas facile. Il demande du courage, car il faut regarder en face ce que l'on préfère souvent ignorer. Mais c'est précisément dans cette honnêteté que réside votre pouvoir. En reconnaissant ces pensées limitantes, vous commencez à les démanteler. Vous ne les laissez plus dicter vos actions. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous voulez lancer un projet, peut-être une entreprise ou une nouvelle carrière. Votre cerveau, programmé pour la prudence, vous murmure « Et si tu échoues ? Tu n'as pas assez d'expérience. Les autres sont bien meilleurs que toi. » Ces pensées ne sont pas des vérités, elles sont des réflexes de protection. Mais si vous les laissez prendre le dessus, elles deviendront des prophéties autoréalisatrices. Vous ne passerez jamais à l'action, et l'échec que vous craignez deviendra réalité, non pas à cause d'un manque de talent, mais à cause d'un manque d'action. Alors, comment briser ce cycle? En challengeant ces pensées. Posez-vous la question: est-ce vraiment vrai? Ai-je des preuves que je ne suis pas capable? Souvent, vous découvrirez que ces pensées sont des suppositions, pas des faits. Remplacez-les par des vérités constructives. Par exemple, je n'ai peut-être pas toutes les compétences aujourd'hui, mais je peux apprendre. J'ai surmonté des défis par le passé, et je peux le faire encore. Ce processus, c'est comme apprendre à conduire. Au début, chaque geste demande une concentration intense. Vérifier les rétroviseurs, ajuster la vitesse, anticiper les obstacles. Mais avec le temps, ces actions deviennent naturelles.
Contrôler votre esprit fonctionne de la même manière. Au début, il faut une vigilance constante pour repérer et corriger vos pensées. Mais à force de pratique, cela devient une seconde nature. Vous commencez à penser avec intention, à choisir des pensées qui vous propulsent vers l'avant plutôt que de vous retenir. Ce n'est pas une question de positivité naïve ou de nier les difficultés. Il s'agit de reprendre les rênes de votre vie intérieure. Car votre esprit, c'est le tableau de bord de votre existence. Si vous laissez les voyants d'alerte clignoter sans y prêter attention, vous risquez de dévier de votre route. Un autre aspect crucial est de comprendre que votre esprit influence non seulement vos actions, mais aussi la manière dont vous percevez le monde. Si vous vous concentrez sur ce qui manque, argent, temps, opportunités, vous entraînez votre cerveau à ne voir que la pénurie. Mais si vous commencez à chercher des solutions, des possibilités, des leçons, vous ouvrez un tout nouveau champ de vision. C'est comme ajuster l'objectif d'un appareil photo. Une légère modification peut transformer une image floue en une image nette et vibrante. Entraîner votre esprit à voir les opportunités plutôt que les obstacles, c'est construire une mentalité de croissance. Ce travail ne se fait pas en un jour. C'est une pratique quotidienne, comme aller à la salle de sport pour renforcer vos muscles. Chaque fois que vous identifiez une pensée limitante et que vous la remplacez par une pensée constructive, vous faites une répétition mentale. Vous renforcez votre capacité à rester maître de vous-même, même face à l'incertitude ou à la peur. Et petit à petit, vous commencez à remarquer des changements. Vos décisions deviennent plus claires. Vos actions deviennent plus alignées avec vos objectifs. Vous cessez de vous sentir comme une victime des circonstances pour devenir l'architecte de votre avenir. En résumé, contrôler votre esprit, c'est prendre la responsabilité de votre vie intérieure. C'est refuser de laisser vos pensées fonctionner en pilote automatique. C'est choisir de construire une mentalité qui soutient vos ambitions, vos rêves et votre potentiel. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et c'est là que réside la magie, dans votre capacité à transformer votre esprit pour transformer votre vie. Alors, commencez dès maintenant. Identifiez une pensée qui vous freine. Remettez-la en question. Remplacez-la par une vérité qui vous élève. Et regardez ce qui se passe quand vous prenez les commandes. Et ce n'est pas parce que vous vous êtes raconté cette histoire pendant des années qu'elle est vraie. Vous devez défier vos pensées comme vous confronteriez un ami qui vous ment sans cesse. Imaginez un instant. Si quelqu'un vous répétait jour après jour que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne réussirez jamais, que vous êtes destiné à échouer, vous ne le laisseriez pas faire sans réagir, n'est-ce pas? Vous lui diriez: arrête, ce n'est pas vrai. Alors pourquoi accepteriez-vous ces mensonges de votre propre esprit? Commencez à remplacer ces pensées par des vérités. Pas des affirmations creuses ou du positivisme toxique qui ignorent la réalité, mais des vérités solides, ancrées dans ce que vous savez être possible. Dites-vous: j'ai déjà surmonté des obstacles par le passé, je peux le faire encore. Ou, je n'ai pas besoin d'être parfait, il suffit que je continue d'avancer. Ou encore, je ne me sens peut-être pas prêt, mais j'ai les capacités nécessaires pour apprendre et progresser. Ce n'est pas une question de prétendre que tout va bien ou de se voiler la face. Il s'agit de saisir le volant de votre vie et de décider de la direction à prendre. Parce que lorsque vous prenez le contrôle de votre esprit, votre vie commence à s'aligner. Vous cessez de courir après des solutions miracles, ces pansements temporaires qui ne tiennent jamais longtemps, pour commencer à poser des fondations solides, durables, capables de soutenir vos ambitions les plus profondes. Pensez à votre vie comme à un jardin. Si vous laissez les mauvaises herbes, ces pensées négatives, ces doutes envahir l'espace, elles étoufferont tout ce que vous essayez de faire pousser. Contrôler votre esprit, c'est comme jardiner avec intention. Vous arrachez les mauvaises herbes une à une, vous nourrissez le sol avec des pensées constructives, et vous plantez des graines qui donneront des fruits à long terme. Cela demande du travail, de la patience et de la constance. Vous ne plantez pas une graine aujourd'hui et ne récoltez pas un arbre demain. De la même manière, entraîner votre esprit n'est pas un événement ponctuel. C'est une discipline quotidienne, un ensemble de répétitions mentales, comme des exercices à la salle de sport. Chaque jour, vous travaillez à renforcer votre focus, à aiguiser votre discipline,
à cultiver votre calme face à la pression. Des pratiques comme la méditation, l'écriture dans un journal ou la visualisation de vos objectifs ne sont pas des lubinuages ou des activités superficielles. Ce sont des outils puissants pour reconfigurer votre cerveau, pour le sortir de son mode « survie » et le faire fonctionner en mode « croissance ». Prenons un exemple concret. Imaginez que vous vous préparez pour une présentation importante au travail. Votre esprit pourrait commencer à vous bombarder de pensées comme « Et si je me ridiculise ? Je ne suis pas assez compétent. Les autres vont me juger. » Ces pensées peuvent vous paralyser. Mais si vous avez entraîné votre esprit, vous pouvez faire un pas en arrière et dire « Attends une seconde. Ce n'est pas la vérité. J'ai préparé cette présentation. J'ai des choses de valeur à dire. Même si je fais une erreur, je peux m'en remettre. » En faisant cela, vous ne supprimez pas le stress, il est normal de le ressentir, mais vous l'empêchez de prendre les commandes. Vous avancez malgré lui. C'est cela, le pouvoir d'un esprit maîtrisé. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur ou l'incertitude, mais de ne pas les laisser dicter vos actions. Quand votre esprit est clair, votre chemin devient clair. C'est comme nettoyer une fenêtre embuée. Soudain, vous voyez le monde avec une netteté nouvelle. Les doutes, les peurs et les distractions qui brouillaient votre vision commencent à s'estomper. Vous remarquez des opportunités que vous n'aviez jamais vues auparavant. Vous commencez à faire confiance à votre propre jugement. Et quelque chose de puissant se produit. Vous retrouvez une foi en vous-même. Vous vous présentez au monde avec plus d'assurance, non pas parce que vous prétendez être quelqu'un d'autre, mais parce que vous commencez à reconnaître votre propre valeur. Vous cessez de chercher l'approbation des autres pour valider vos choix. Vous commencez à vivre avec intention, guidé par un sens du but, une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Et oui, il y aura des jours où les choses ne se passeront pas comme prévu. La vie est ainsi, imprévisible, parfois brutale. Mais lorsque vous avez entraîné votre esprit, vous ne vous effondrez pas face au revers. Vous ne vous laissez pas emporter par une spirale de pensées négatives. Au lieu de cela, vous vous recentrez. Vous apprenez de vos erreurs. Vous vous relevez. C'est comme un boxeur qui reçoit un coup. Il ne s'agit pas d'éviter tous les coups, mais de savoir encaisser, se relever et continuer à se battre. Contrôler votre esprit ne signifie pas ne jamais ressentir de peur. Cela signifie reconnaître cette peur, la regarder en face et dire « D'accord, je te vois, mais tu ne me contrôles pas. Mes objectifs sont plus grands que toi. » Ce pouvoir intérieur est inaltérable. Il ne dépend pas des circonstances extérieures, de l'approbation des autres ou des succès immédiats. Il vient de votre capacité à choisir vos pensées, à diriger votre énergie, à avancer même quand tout en vous hurle de reculer. C'est comme naviguer en pleine tempête. Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à tenir le gouvernail avec fermeté. Et plus vous pratiquez, plus vous devenez habile. Vous commencez à anticiper les vagues, à ajuster votre cap, à naviguer avec assurance même dans les moments les plus tumultueux. Pour y parvenir, il faut s'entraîner chaque jour. Commencez par de petites actions. Par exemple, prenez 5 minutes chaque matin pour méditer et clarifier vos pensées. Écrivez dans un journal ce que vous ressentez et ce que vous voulez accomplir. Visualisez vos objectifs comme s'ils étaient déjà en train de se réaliser. Ces pratiques ne sont pas des luxes, elles sont essentielles. Elles sont comme des briques que vous posez chaque jour pour construire une forteresse mentale. Et cette forteresse, une fois bâtie, devient votre refuge, votre point d'ancrage, même lorsque le monde autour de vous semble s'effondrer. En fin de compte, prendre le contrôle de votre esprit, c'est choisir de vivre selon vos propres termes. C'est refuser de laisser vos pensées automatiques écrire votre histoire. C'est décider que vous êtes plus grand que vos peurs, plus fort que vos doutes, plus puissant que les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Alors, commencez aujourd'hui. Identifiez une pensée qui vous freine. Défiez-la. Remplacez-la par une vérité qui vous élève. Et regardez ce qui se passe quand vous commencez à diriger votre esprit avec intention. Votre vie ne sera plus jamais la même. Alors, n'attendez pas de vous sentir prêt pour prendre le contrôle de votre esprit. Commencez maintenant. Commencez par une seule pensée.
Commencez par 5 secondes de courage. C'est dans cet instant précis, celui où vous décidez de ne plus laisser vos pensées vous dominer et où vous commencez à les orienter avec intention, que votre vie commence à se transformer. Ce n'est pas une vague promesse de motivation, c'est une stratégie concrète. Le succès ne repose pas sur la chance, il repose sur l'intentionnalité. Chaque jour, à chaque instant, vous avez le pouvoir de choisir la pensée qui correspond à la vie que vous voulez construire. Choisissez la pensée qui vous propulse vers l'avant, celle qui vous rappelle qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable. Si vous voulez triompher, c'est ici que tout commence. Prenez les rênes de votre esprit, et tout le reste commencera à s'aligner, comme les pièces d'un puzzle qui trouvent enfin leur place. Pensez à votre esprit comme à un orchestre. Sans chef d'orchestre, les instruments jouent chacun leur propre mélodie, créant une cacophonie. Mais lorsque vous prenez le contrôle, lorsque vous dirigez vos pensées avec précision, l'orchestre commence à produire une symphonie harmonieuse. Chaque pensée devient une note, chaque décision un accord, et ensemble, ils créent une musique qui reflète vos ambitions. Mais cela demande de la vigilance. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser une fausse note, une pensée négative ou limitante perturber l'ensemble. Cela signifie que vous devez être attentif, intentionnel, et prêt à corriger le tir à chaque instant. Par exemple, imaginez que vous êtes sur le point de prendre une décision importante, comme demander une promotion ou investir dans un nouveau projet. Votre première pensée pourrait être « Et si je ne suis pas assez qualifié ?» ou « Ce n'est pas le bon moment ?» C'est là que vous intervenez. Vous arrêtez cette pensée dans son élan et vous la remplacez par « J'ai les compétences nécessaires pour apprendre et réussir. Le moment parfait n'existe pas, mais je peux faire de ce moment le bon. » Ce simple changement d'approche peut transformer une hésitation en une action décisive. Mais il ne s'agit pas seulement de vos pensées. Vos paroles jouent un rôle tout aussi crucial. Vos mots ne sont pas de simples sons qui s'évanouissent dans l'air. Ce sont des outils puissants, des armes qui peuvent construire ou détruire, des plans qui dessinent la réalité que vous vivez. Ce que vous dites, vous commencez à le croire, et ce que vous croyez façonne ce que vous devenez. Contrôler votre bouche, c'est donc l'une des compétences les plus puissantes que vous puissiez développer. Pourtant, la plupart des gens parlent sans réfléchir. Ils laissent leurs émotions, leurs habitudes ou leurs peurs dicter leurs mots. Ils disent des choses comme « je ne suis pas doué pour ça, je n'aurai jamais les moyens de faire ça » ou « ce n'est pas pour moi, je ne suis pas ce genre de personne ». Sans s'en rendre compte, ils programment leur esprit avec des limites qu'ils s'imposent eux-mêmes. Chaque fois que vous parlez, vous envoyez un message à votre subconscient. La question est, quel message renforcez-vous ? Êtes-vous en train de construire une mentalité de possibilité ou de vous enfermer dans une prison de restriction ? Imaginons que votre vie est comme une maison en construction. Chaque mot que vous prononcez est une brique. Si vous utilisez des briques fragiles, des mots de doute, de plainte ou de négativité, les murs de votre maison seront faibles, incapables de résister aux tempêtes de la vie. Mais si vous choisissez des briques solides, des mots de courage, de détermination, d'espoir, vous bâtissez une structure qui peut tout supporter. Par exemple, si vous dites constamment « je suis toujours fauché », vous entraînez votre cerveau à se focaliser sur le manque. Vous commencez à voir des obstacles là où il pourrait y avoir des opportunités. Pire encore, vous renforcez cette identité de personne fauchée, et votre subconscient s'aligne sur cette croyance, vous poussant à agir de manière à confirmer cette réalité. À l'inverse, si vous commencez à dire « je suis en train d'apprendre à gérer mon argent » ou « je trouve des moyens d'atteindre mes objectifs financiers », vous orientez votre esprit vers des solutions, vers l'action, vers la croissance. Ce pouvoir des mots va au-delà de vous-même. Vos paroles influencent aussi la manière dont les autres vous perçoivent. Si vous parlez avec assurance et clarté, les gens commencent à vous voir comme une personne confiante et capable. Si vous passez votre temps à plaisanter sur votre paresse ou vos échecs, même avec autodérision, vous envoyez un signal à vous-même et aux autres que vous n'êtes pas sérieux, que vous ne vous prenez pas au sérieux. Et petit à petit, cette image devient une réalité. Votre subconscient écoute chaque mot que vous prononcez, et il ne fait pas la différence entre une blague et une déclaration sérieuse. Il prend tout au pied de la lettre.
C'est pourquoi il est crucial de parler avec intention, de choisir des mots qui reflètent la personne que vous voulez devenir, pas celle que vous craignez d'être. Cela ne veut pas dire que vous devez nier vos luttes ou prétendre que tout va bien. Il ne s'agit pas de masquer la réalité, mais de la façonner. Vous pouvez reconnaître un défi tout en affirmant votre capacité à le surmonter. Par exemple, au lieu de dire « je suis nul en organisation », essayez « l'organisation est un défi pour moi, mais je m'améliore chaque jour ». Ce simple changement de formulation transforme une limite en une opportunité de croissance. C'est comme reprogrammer un logiciel. Vous supprimez les bugs, ces phrases négatives, et vous installez une nouvelle version, plus puissante, plus alignée avec vos ambitions. Ce travail sur vos paroles demande de la pratique, tout comme celui sur vos pensées. Commencez par prêter attention à ce que vous dites dans les moments clés. Par exemple, avant une réunion importante, évitez de dire « je vais probablement tout gâcher ». Dites plutôt « je suis prêt à donner le meilleur de moi-même ». Ou, face à une opportunité financière, au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », demandez-vous « comment puis-je rendre cela possible ?» Ces petits ajustements ne sont pas anodins. Ils redirigent votre énergie, ils réalignent vos actions, et ils commencent à transformer votre réalité. En fin de compte, contrôler votre bouche, c'est contrôler le récit de votre vie. C'est choisir de parler avec puissance, avec intention, avec foi en vos possibilités. Vos mots sont des graines, et chaque jour, vous plantez quelque chose. Assurez-vous que ces graines donnent naissance à une vie dont vous êtes fier, une vie qui reflète votre potentiel, pas vos peurs. Alors, commencez aujourd'hui. Écoutez-vous parler. Attrapez les mots qui vous freinent. Remplacez-les par des mots qui vous élèvent. Et regardez votre vie commencer à changer, une parole à la fois. Et ce qui est terrifiant, c'est que la plupart des gens ne réalisent même pas ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte que leurs mots prononcés sans réfléchir façonnent leur propre chute, comme une bombe à retardement qu'ils activent eux-mêmes. Ils ne comprennent pas que les paroles, une fois prononcées, déclenchent un effet domino dans leur esprit, influençant leurs pensées, leurs émotions et, ultimement, leurs actions. Soyons honnêtes. Combien de fois vous êtes-vous convaincu de ne pas essayer quelque chose avant même d'avoir commencé? Combien de fois avez-vous murmuré « je n'ai pas ce qu'il faut » ou « ce n'est pas moi, je ne suis pas ce genre de personne » Ces mots n'étaient pas la vérité. C'était la peur qui parlait à travers votre bouche, comme un ventriloque manipulant une marionnette. Et plus vous laissez cette voix s'exprimer, plus elle gagne en force, jusqu'à devenir une bande-son omniprésente dans votre vie. Vos paroles portent une fréquence, une énergie. Elles agissent comme des aimants, soit elles attirent la croissance, les opportunités et le progrès, soit elles repoussent tout cela, maintenant vos rêves hors de portée. Elles construisent un élan qui vous propulse vers l'avant, ou elles l'étouffent, vous laissant immobile, coincé dans un cycle d'inaction. Pensez à vos mots comme à des graines que vous plantez dans un champ fertile, votre esprit. Chaque mot que vous prononcez est une graine qui germera, pour le meilleur ou pour le pire. Si vous semez des mots de doute, de peur ou de limitation, vous récolterez un champ rempli de mauvaises herbes qui étoufferont vos aspirations. Mais si vous choisissez des mots de courage, d'ambition et de possibilités, vous cultiverez un jardin florissant, plein de potentiel. C'est pourquoi il ne suffit pas de penser différemment. Vous devez aussi parler différemment. Car lorsque vous exprimez quelque chose à voix haute, vous créez un engagement, une promesse envers vous-même. Vos paroles deviennent un contrat que votre esprit et vos actions s'efforcent de respecter. Par exemple, si vous dites « Aujourd'hui, je me montre pour moi-même », vous commencez à agir en conséquence, comme si vous vous prépariez à tenir une promesse solennelle. Si vous affirmez « Je suis le genre de personne qui va au bout de ce qu'elle commence », votre comportement commence à s'aligner sur cette déclaration. Vous vous mettez à chercher des moyens de prouver que vous avez raison, de démontrer votre propre valeur à vos propres yeux. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Si vous dites « Je suis nul dans ce domaine », votre cerveau, comme un employé zélé, répond « Compris » et se met à chercher des preuves pour confirmer cette croyance. Il repère chaque petite erreur, chaque moment de difficulté, et les utilise pour renforcer l'idée que vous êtes effectivement nul. Vos mots fixent la norme. Ils dessinent les contours de votre identité,
de vos actions, de votre réalité. Alors, assurez-vous que vos paroles travaillent pour vous, qu'elles construisent des ponts vers vos objectifs plutôt que des murs qui vous enferment. Cela ne signifie pas que vous devez faire semblant ou nier les défis de la vie. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est parfait, de sourire face aux tempêtes comme si elles n'existaient pas. Non, il s'agit d'apprendre à parler avec intention, de choisir des mots qui vous renforcent, qui vous rappellent votre capacité à surmonter les obstacles, à trouver des solutions, à avancer malgré les difficultés. Imaginez que vous êtes un architecte et que vos mots sont les plans de la maison que vous construisez, votre vie. Si vos plans sont pleins de doutes et de plaintes, la maison sera fragile, prête à s'effondrer au moindre coup de vent. Mais si vos plans sont dessinés avec des mots de détermination, de clarté et de vision, vous construisez une structure solide, capable de résister aux épreuves. Par exemple, au lieu de dire « c'est trop dur, je n'y arriverai jamais », essayez. C'est un défi, mais je suis en train de trouver des solutions. Au lieu de dire « j'ai peur de ce qui pourrait arriver », ajoutez « mais je vais avancer malgré tout ». Ces petites reformulations ne sont pas de simples jeux de mots. Elles changent la façon dont vous percevez les obstacles et, par extension, la façon dont vous agissez face à eux. Il y a une différence fondamentale entre s'exprimer et se saboter. S'exprimer, c'est reconnaître vos émotions, vos luttes, vos peurs, mais c'est aussi refuser de leur donner le dernier mot. Vous pouvez dire « cette situation est difficile, mais suivre avec, et je vais trouver un moyen de la surmonter ». Vous pouvez admettre « j'ai peur », mais ajouter « mais mes rêves sont plus grands que ma peur ». Ce n'est pas une question de nier la réalité, mais de la façonner avec intention. Vos mots sont comme des coups de pinceau sur la toile de votre vie. Chaque mot compte, chaque phrase ajoute une nuance à l'image finale. Si vous peignez avec des couleurs sombres, plaintes, excuses, autodérision, votre toile reflètera cette obscurité. Mais si vous choisissez des couleurs vibrantes, confiance, détermination, espoir, vous créez une œuvre qui inspire, qui motive, qui reflète votre potentiel. Prenons un exemple du quotidien. Disons que vous essayez de vous mettre à une nouvelle routine, comme faire du sport régulièrement. Si, après une journée fatigante, vous vous dites « je suis trop fatigué, je ne suis pas fait pour ça », vous donnez à votre cerveau une excuse pour abandonner. Mais si vous dites « je suis fatigué, mais je vais faire ne serait-ce que 10 minutes, parce que je me suis promis de m'y tenir », vous renforcez votre engagement. Vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de tenir parole, même dans les moments difficiles. Et chaque fois que vous faites cela, vous renforcez votre confiance, votre discipline, votre identité. Ce travail sur vos paroles demande de la pratique, comme tout ce qui en vaut la peine. Commencez par être attentif à ce que vous dites dans les moments clés. Avant une réunion, une conversation difficile ou une décision importante, prenez une seconde pour réfléchir. Est-ce que ce que je m'apprête à dire me rapproche de mes objectifs ou m'en éloigne? Si vos mots risquent de vous limiter, changez-les. Remplacez « je ne peux pas » par « je vais essayer ». Remplacez « c'est impossible » par « comment puis-je rendre cela possible ?» Ces ajustements, bien que petits, ont un impact monumental. Ils redirigent votre énergie, ils redessinent votre réalité. En fin de compte, contrôler votre bouche, c'est contrôler le récit de votre vie. C'est choisir de parler avec puissance, avec intention, avec foi en ce que vous pouvez accomplir. Vos mots sont des outils, des armes, des plans. Utilisez-les pour construire une vie dont vous êtes fier, une vie qui reflète votre potentiel, pas vos peurs. Commencez aujourd'hui. Écoutez-vous. Attrapez les mots qui vous freinent. Remplacez-les par des mots qui vous élèvent. Et regardez votre monde changer, une parole à la fois. Cela signifie aussi éliminer le langage négatif que vous laissez échapper comme s'il n'avait aucune importance. Les remarques sarcastiques, les plaisanteries autodépréciatives, les commentaires du type « je suis tellement idiot ». Ces petites phrases semblent anodines, inoffensives, comme des gouttes d'eau qui tombent sans conséquence. Mais en réalité, elles sont corrosives. Chaque mot négatif est comme une fissure dans les fondations de votre estime de soi. À force de répétition, ces fissures s'élargissent, sapant votre identité, renforçant l'idée insidieuse que vous n'êtes pas capable, pas digne,
pas à la hauteur. Avec le temps, ces mots deviennent une histoire que vous internalisez, une histoire qui vous définit sans que vous vous en rendiez compte. Mais voici une vérité libératrice. Vous pouvez réécrire cette histoire dès maintenant. Vous pouvez entraîner votre bouche à parler le langage de la croissance, à choisir des mots qui reflètent la vie que vous voulez construire, et non celle dont vous cherchez à vous échapper. Parlez de vos objectifs avec conviction. Parlez de votre vision avec clarté. Parlez de discipline, de foi, de la vie que vous voulez voir se matérialiser chaque matin en ouvrant les yeux. Car la conversation la plus puissante, celle qui façonne votre destin, est celle que vous avez avec vous-même lorsque personne ne vous écoute. Pensez à vos mots comme à des briques que vous empilez pour construire votre avenir. Chaque phrase négative est une brique fragile qui menace de faire s'écrouler l'édifice. Mais chaque mot positif, chaque affirmation alignée avec vos ambitions, est une brique solide, capable de soutenir une structure grandiose. Par exemple, imaginez que vous êtes en train de postuler pour un emploi qui vous fait rêver, mais une petite voix intérieure murmure « Je ne suis pas assez compétent ». Si vous laissez cette voix s'exprimer à haute voix, vous risquez de vous saboter avant même d'avoir essayé. Mais si vous attrapez cette pensée et la transformez en « Je suis en train d'apprendre et je vais donner le meilleur de moi-même », vous changez la dynamique. Vous ne niez pas vos doutes, mais vous ne leur donnez pas le pouvoir de vous arrêter. Vous commencez à agir comme la personne que vous voulez devenir, et cette transformation intérieure se reflète dans vos actions, vos relations, et même dans la manière dont les autres vous perçoivent. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui parlent avec clarté et conviction, ceux qui dégagent une énergie magnétique parce qu'ils croient en ce qu'ils disent. Ce pouvoir de transformation ne vient pas d'un changement radical du jour au lendemain. Il commence par de petits ajustements, une phrase à la fois. Remplacez « je ne peux pas » par « je suis en train d'apprendre ». Remplacez « je suis bloqué » par « je suis en chemin vers la croissance ». Remplacez « c'est ce que je suis » par « voici ce que je deviens ». Ces changements peuvent sembler mineurs, mais ils sont comme des gouttes d'eau qui, jour après jour, sculptent une rivière. Vos mots façonnent votre monde, alors choisissez-les avec soin. Construisez un monde dans lequel vous avez envie de vivre, un monde qui reflète votre potentiel, pas vos peurs. Contrôler votre bouche, c'est reprendre votre pouvoir, car la conversation la plus déterminante est celle que vous menez avec vous-même. Et lorsque cette conversation change, tout votre univers suit. Passons maintenant à un autre aspect crucial, l'argent. L'argent, c'est émotionnel. Personne ne vous le dit, mais c'est une vérité fondamentale. Ce n'est pas seulement une question de chiffres sur un compte bancaire ou de colonnes dans une feuille de calcul. L'argent est intimement lié à votre mentalité. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre argent, c'est lui qui vous contrôlera, dictant vos choix, vos humeurs, votre liberté. Mais voici le tournant. Contrôler votre argent ne se résume pas à des questions financières. C'est une affaire de discipline, de clarté et de maîtrise émotionnelle. C'est apprendre à différer la gratification immédiate pour privilégier une vision à long terme. C'est cesser de réagir à chaque impulsion, cette envie soudaine d'acheter quelque chose pour se sentir mieux, et commencer à agir avec intention. Beaucoup de gens pensent que leurs problèmes financiers viennent d'un manque de revenus. Si seulement je gagnais plus, tout irait mieux, se disent-ils. Mais c'est rarement le vrai problème. La vérité, c'est que si vous ne savez pas gérer 100 €, vous ne serez pas miraculeusement responsable avec 10 000 €. Plus d'argent ne résout pas les problèmes financiers. Il les amplifie. Prenons une analogie. Gérer votre argent, c'est comme conduire une voiture. Si vous ne savez pas tenir le volant, lire les panneaux ou contrôler votre vitesse avec 100 €, une voiture plus puissante, disons 10 000 €, ne fera que rendre vos erreurs plus spectaculaires. Vous pourriez même causer un accident plus grave. La clé, c'est d'apprendre à conduire avec maîtrise, peu importe le véhicule. Cela signifie comprendre vos habitudes financières, reconnaître les émotions qui guident vos dépenses, et établir des systèmes qui soutiennent vos objectifs. Par exemple, combien de fois avez-vous acheté quelque chose pour apaiser une frustration ou célébrer une petite victoire? Ces achats impulsifs, c'est comme appuyer sur l'accélérateur sans regarder la route. Ils vous donnent une sensation momentanée de plaisir,
mais il vous éloigne de votre destination, la liberté financière. Contrôler votre argent commence par une prise de conscience. Vous devez regarder vos finances en face, sans détour. Cela signifie ouvrir vos relevés bancaires, suivre vos dépenses, établir un budget non pas parce que c'est restrictif, mais parce que c'est libérateur. Un budget, c'est comme une carte routière. Il vous montre où vous êtes et comment atteindre votre destination. Sans cette carte, vous errez, vous vous perdez, vous vous demandez pourquoi vous êtes toujours à court d'argent à la fin du mois. Mais avec un plan clair, vous reprenez le contrôle. Vous cessez de réagir aux imprévus pour commencer à anticiper, à construire, à investir dans votre avenir. Ce travail sur vos finances demande aussi de la discipline émotionnelle. L'argent est souvent un miroir de vos émotions. Vous dépensez pour vous sentir mieux, pour impressionner les autres, pour combler un vide. Mais ces dépenses émotionnelles sont comme des fuites dans un bateau. Si vous ne les colmatez pas, vous finirez par couler. La solution ? Apprenez à faire une pause avant de dépenser. Demandez-vous, est-ce que cet achat me rapproche de mes objectifs ou m'en éloigne ? Cette simple question peut transformer vos habitudes. Et si vous faites une erreur, ce n'est pas la fin du monde. Les erreurs sont des leçons. Chaque fois que vous dépensez impulsivement et que vous en prenez conscience, vous avez l'opportunité de recalibrer, de choisir différemment la prochaine fois. En fin de compte, contrôler votre argent, c'est construire une relation saine avec lui. C'est voir l'argent non pas comme une fin, mais comme un outil pour créer la vie que vous voulez. C'est choisir la liberté à long terme plutôt que le confort immédiat. Alors, commencez aujourd'hui. Regardez vos finances en face. Faites un petit pas, suivez vos dépenses pendant une semaine, établissez un budget simple, mettez de côté une petite somme pour l'avenir. Ces actions, aussi modestes soient-elles, sont les premières briques d'une fondation financière solide. Si vous dépensez chaque centime que vous gagnez, le problème ne vient pas de vos revenus. C'est une question de comportement. Et ce comportement est ancré dans vos croyances. Que pensez-vous vraiment de l'argent ? Le voyez-vous comme une ressource rare, toujours hors de portée ? Ressentez-vous une culpabilité à l'idée d'en avoir ou d'en vouloir plus ? Considérez-vous l'argent comme un outil pour construire votre avenir, ou comme un piège qui vous enchaîne ? Pour avancer, vous devez avoir le courage de plonger dans votre propre histoire financière, car une grande partie de ce que vous faites avec votre argent n'est pas rationnel. C'est émotionnel, profondément enraciné, souvent hérité. Peut-être avez-vous grandi dans une maison où vos parents se débattaient avec des factures interminables, vivant dans l'angoisse de chaque fin de mois. Ou peut-être les avez-vous vus dépenser sans compter pour échapper au stress, cherchant un répit temporaire dans des achats impulsifs. Quoi qu'il en soit, ces schémas ne s'effacent pas d'eux-mêmes. Ils continuent d'influencer vos décisions, de façon subtile ou évidente, jusqu'à ce que vous décidiez de les confronter et de les réécrire consciemment. Imaginez votre relation avec l'argent comme une rivière. Si le courant, vos habitudes financières est chaotique, rempli de tourbillons émotionnels, il vous entraînera dans des directions imprévues, loin de vos objectifs. Mais si vous prenez le temps de canaliser cette rivière, de lui donner une direction claire, elle peut alimenter un avenir prospère. Tout commence par la prise de conscience. Vous ne pouvez pas faire croître ce que vous refusez de regarder en face. Cela signifie ouvrir vos relevés bancaires, même si cela vous donne des sueurs froides. Cela signifie suivre vos dépenses, pas pour vous juger, mais pour comprendre où va votre argent. Cela signifie établir un budget, non pas comme une cage, mais comme une boussole qui vous guide vers la liberté. Quand vous savez exactement où va chaque euro, vous reprenez les rênes. Vous cessez de vous demander pourquoi votre compte est vide à la fin du mois. Vous passez d'une vie de réaction à une vie d'intention, où chaque décision financière vous rapproche de vos rêves. Contrôler votre argent, c'est aussi contrôler vos émotions. Combien de fois avez-vous acheté quelque chose pour apaiser une frustration, célébrer une petite victoire, ou simplement combler un vide ? Ce nouvel objet, cette sortie au restaurant, ce gadget que vous avez commandé en ligne, il procure un frisson temporaire, un pic de dopamine qui s'évanouit en quelques minutes. Mais si ces achats ne sont pas alignés avec vos objectifs à long terme, ils ne sont qu'un auto-sabotage déguisé en soin de soi.
C'est comme manger une barre chocolatée pour calmer une faim. Cela peut apaiser momentanément, mais cela ne nourrit pas. Vous devez faire un choix clair. Voulez-vous le confort éphémère d'aujourd'hui, ou la liberté durable de demain? Car les deux ne vont pas de pair. Le véritable contrôle financier repose sur une compétence essentielle, la pause. Avant d'acheter, arrêtez-vous et posez-vous ces questions. En ai-je vraiment besoin? Cet achat me fait-il progresser ou me freine-t-il? Cette pause, aussi brève soit-elle, peut changer la trajectoire de vos finances. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous tombez sur une offre alléchante pour une nouvelle paire de chaussures. Votre cœur s'emballe, votre cerveau vous dit « ça me remonterait le moral ». Mais si vous faites une pause et regardez votre budget, vous réalisez que cet achat compromettrait votre objectif d'épargner pour un projet important, comme un voyage ou une formation. En disant non à cette impulsion, vous ne vous privez pas, vous investissez dans votre avenir. Et si vous cédez à la tentation, pas de panique. Les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Chaque faux pas est une chance de recalibrer, de renforcer votre discipline, de faire mieux la prochaine fois. La discipline financière, comme un muscle, se construit à travers la résistance, les échecs et les petits pas répétés. Changer votre rapport à l'argent, c'est aussi changer la façon dont vous le percevez. L'argent n'est pas un monstre à craindre, ni une idole à vénérer. Ce n'est pas réservé aux chanceux ou aux privilégiés. L'argent est un outil, comme un marteau ou une clé à molette. Utilisé correctement, il peut construire des ponts vers vos rêves. Une maison, une entreprise, une vie où vous n'êtes pas enchaîné à un travail que vous détestez. Mais pour cela, vous devez cesser de le voir comme une source de stress ou de honte. Voyez-le comme un moyen d'investir dans vous-même, dans votre avenir, dans votre mission. Par exemple, mettre de côté 50 € par mois pour une formation ou un investissement peut sembler insignifiant aujourd'hui, mais sur des années, cela peut transformer votre vie. C'est comme planter un arbre. Les premières années, il semble ne rien se passer, mais avec le temps, il devient une source d'ombre et de fruits. Contrôler votre argent, c'est aussi reconnaître son lien avec vos émotions. Beaucoup de vos décisions financières sont influencées par ce que vous avez vu ou appris dans votre passé. Si vous avez grandi dans un environnement où l'argent était synonyme de conflit, vous pourriez éviter de regarder vos finances par peur de revivre ce stress. Si vous avez appris que dépenser était une façon de montrer son amour ou son statut, vous pourriez avoir du mal à épargner. Identifier ces schémas hérités est la première étape pour les briser. Posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que je dépense comme je le fais? Quelles croyances sur l'argent guident mes choix? En répondant honnêtement, vous commencez à démanteler les réflexes qui vous freinent. Ce travail demande du courage, mais il est libérateur. Quand vous prenez le contrôle de vos finances, vous ne vous contentez pas de gérer des chiffres. Vous construisez une vie où vous n'êtes pas à la merci de vos factures ou de vos impulsions. Vous créez des options. La possibilité de quitter un emploi toxique, de voyager, d'investir dans vos passions. Et cela ne signifie pas renoncer au plaisir. Au contraire, cela signifie planifier le plaisir, prévoir un budget pour profiter de la vie sans compromettre vos objectifs. C'est la différence entre une vie réactive et une vie intentionnelle. Alors, commencez aujourd'hui. Faites un premier pas, aussi petit soit-il. Regardez votre compte bancaire. Notez vos dépenses pendant une semaine. Identifiez une habitude financière à changer. Ce n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Chaque décision consciente est une brique dans la fondation de votre liberté financière. Et avec le temps, ces briques formeront un édifice solide, une vie où l'argent n'est plus une source d'anxiété, mais un outil pour réaliser vos rêves les plus grands. Mais ce pouvoir ne se manifeste que lorsque vous cessez de courir après l'argent sous le coup de l'émotion et commencez à le gérer de manière stratégique. Cela signifie poser des bases solides, constituer une épargne, rembourser vos dettes, investir, même si ce n'est qu'une petite somme à la fois. Il ne s'agit pas seulement de fixer des objectifs pour ce que vous voulez acheter, une nouvelle voiture, des vacances, mais pour le type de vie que vous voulez créer. Une vie où vous n'êtes pas enchaîné à un emploi que vous détestez par peur de ne pas joindre les deux bouts. Une vie où une urgence, comme une réparation imprévue ou une facture médicale, ne vous plonge pas dans la panique.
Une vie où vous êtes maître de vos choix, où ni vos cartes de crédit, ni vos factures, ni vos peurs ne dictent vos décisions. Gérer son argent, c'est comme construire une maison. Chaque petite action, épargner 10 €, payer une dette, investir dans une compétence est une brique. Au début, cela semble insignifiant, mais avec le temps, ces briques forment une structure solide, un refuge qui vous protège des tempêtes de la vie. Et voici une vérité essentielle. Contrôler votre argent ne signifie pas renoncer au plaisir. Cela ne veut pas dire vivre comme un ascète, privé de tout ce qui rend la vie agréable. Au contraire, cela signifie planifier la joie. Vous mettez de côté une somme pour profiter de la vie, un dîner avec des amis, un voyage, un loisir sans compromettre vos objectifs à long terme. C'est cela, la véritable liberté financière. Pouvoir savourer le présent tout en construisant un avenir solide. C'est l'équilibre. C'est la maturité. C'est l'intelligence financière. Imaginez votre argent comme un jardin. Si vous plantez tout sans réfléchir, vous risquez d'épuiser le sol. Mais si vous cultivez avec soin, en réservant une partie pour le plaisir et une autre pour la croissance, vous récoltez à la fois des fleurs aujourd'hui et des fruits demain. Alors, cessez de vous dire que vous êtes mauvais avec l'argent. Cette phrase n'est pas votre identité. C'est un comportement, un schéma que vous pouvez changer. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes erreurs financières. Vous êtes capable d'apprendre, de grandir, de prendre le contrôle. Ce n'est pas une question de perfection, mais d'intention. Chaque petit changement, suivre vos dépenses, réduire une dépense inutile, mettre de côté une petite somme est un pas vers une vie financière plus saine. Car au fond, l'argent n'est qu'un miroir de vos choix. Faites de meilleurs choix, et les résultats suivront. Pas du jour au lendemain, mais avec constance. Cette constance s'accumule, comme des intérêts sur un compte d'épargne. C'est ainsi que vous bâtissez la richesse, la paix, la liberté. Contrôler votre argent, c'est prendre les rênes de votre avenir. Passons maintenant à un autre aspect fondamental, vos émotions. La plupart des gens attendent de se sentir prêts, confiants, motivés avant d'agir. Mais voici la vérité, si vous attendez que vos émotions vous donnent le feu vert, vous attendrez éternellement. Vous ne vous réveillerez pas chaque matin débordant d'énergie, prêt à conquérir le monde. Vous ne vous sentirez pas toujours fort, courageux ou préparé. Et c'est normal. Vos émotions ne sont pas des ordres à suivre aveuglément. Ce sont des signaux, des informations. Elles sont comme un bulletin météo. Elles vous disent s'il fait soleil ou s'il y a une tempête, mais elles ne décident pas de votre itinéraire. Pourtant, trop de gens laissent leurs émotions prendre le volant. Ils ressentent de la peur et se figent. Ils ressentent du doute et reculent. Ils ressentent de l'inconfort et battent en retraite. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la capitulation. Contrôler ses émotions ne signifie pas les étouffer ou faire semblant qu'elles n'existent pas. Ce n'est pas non plus agir comme un robot, en ignorant tout ce que vous ressentez. Il s'agit d'apprendre à observer vos émotions, à les comprendre, et à décider de vos actions malgré elles. Imaginez vos émotions comme des vagues sur l'océan. Certaines sont douces, d'autres tumultueuses. Mais un bon marin ne laisse pas les vagues décider de sa destination. Il apprend à naviguer, à ajuster les voiles, à tenir le cap, même lorsque la mer est agitée. De la même manière, vous pouvez ressentir de l'anxiété avant une présentation importante, de la fatigue après une longue journée, ou du doute face à une décision difficile. Ces émotions sont normales, mais elles ne doivent pas dicter vos choix. Prenons un exemple concret. Disons que vous voulez commencer un projet créatif, comme écrire un livre ou lancer un podcast. Au moment de passer à l'action, une vague de doute vous submerge. Et si personne ne s'y intéresse? Et si je ne suis pas assez bon? Si vous laissez cette vague vous emporter, vous ne commencerez jamais. Mais si vous entraînez votre esprit à voir ces émotions comme de simples signaux, vous pouvez dire « D'accord, je ressens du doute, mais je vais écrire une page quand même. » Ce petit pas, pris malgré l'inconfort, est une victoire. C'est une preuve que vous êtes plus grand que vos émotions. Et chaque fois que vous agissez malgré la peur ou le doute, vous renforcez votre capacité à le faire à nouveau. Ce travail demande de la pratique, comme apprendre à jouer d'un instrument. Au début,
Chaque note est laborieuse, mais avec le temps, cela devient plus fluide. Commencez par prêter attention à vos émotions dans les moments clés. Par exemple, avant une conversation difficile, prenez une seconde pour vous demander « Qu'est-ce que je ressens ? D'où vient cette émotion ? Est-elle basée sur une vérité ou sur une peur ? » Puis, choisissez une action, même petite. Peut-être que vous vous sentez nerveux à l'idée de demander une augmentation, mais vous décidez de préparer vos arguments et de fixer un rendez-vous. Ce n'est pas l'absence de peur qui compte, c'est l'action malgré la peur. En fin de compte, contrôler vos émotions, c'est reprendre le pouvoir sur votre vie. C'est refuser de laisser des sentiments temporaires dicter des décisions permanentes. C'est choisir de naviguer, même dans la tempête, parce que vous savez où vous voulez aller. Alors, commencez aujourd'hui. La prochaine fois que vous ressentez une émotion qui vous pousse à reculer, peur, doute, fatigue, faites une pause. Reconnaissez-la. Puis, faites un pas en avant, même minuscule. Ce pas est la preuve que vous êtes aux commandes, que vos rêves sont plus grands que vos émotions. Et avec chaque pas, vous vous rapprochez de la vie que vous voulez construire. Mais de la même manière que vous ne mettriez pas votre vie en pause parce qu'il pleut, vous ne devez pas abandonner vos objectifs simplement parce que vous vous sentez nerveux, fatigué ou démotivé. Apprenez à ressentir ces émotions et à avancer malgré elles. Il existe un mythe tenace selon lequel les personnes qui réussissent sont constamment animées par une motivation débordante, qu'elles se réveillent chaque matin pleines d'inspiration, prêtes à bondir dans l'action avec une confiance inébranlable. Ce n'est pas la réalité. Les gens qui réussissent ne sont pas nécessairement plus motivés que vous. Ils sont simplement plus doués pour agir, peu importe ce qu'ils ressentent. Ils ont développé une force intérieure, un muscle de discipline qui leur permet de faire le travail même lorsque c'est inconfortable, même lorsque leur cœur bat la chamade ou que leur esprit doute. Ce n'est pas une question de nier leurs émotions, mais de les maîtriser. C'est cela, le véritable contrôle émotionnel. La capacité à dire « je ressens cela, mais je vais de l'avant quand même ». Pensez à vos émotions comme à des passagers dans une voiture que vous conduisez. Ils peuvent crier, se plaindre, ou essayer de vous convaincre de changer de direction, mais c'est vous qui tenez le volant. Vous décidez où aller. Les personnes qui ne réussissent qu'à rêver d'une vie meilleure restent assises à attendre que ces passagers et leurs émotions leur donnent la permission d'avancer. Les gagnants, eux, prennent la route, même si les passagers protestent. Ils ont compris une vérité essentielle. Les émotions ne sont pas des ordres. Ce sont des messages, des signaux qui vous informent de ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, la peur n'est pas une injonction à s'arrêter. C'est une alerte de votre cerveau qui essaie de vous protéger. La résistance que vous ressentez face à une tâche difficile n'est pas un mur infranchissable. C'est souvent un signe que vous êtes en train de repousser vos limites, de grandir, de sortir de votre zone de confort. Et le doute ? Il accompagne toujours le changement, car grandir, c'est s'aventurer dans l'inconnu. Bien sûr que vous vous sentez incertain, vous n'êtes jamais allé aussi loin auparavant. Mais ce n'est pas un feu rouge. C'est une invitation à continuer, à explorer, à persévérer. Contrôler ses émotions, c'est une compétence, pas un don inné. Et comme toute compétence, elle se travaille, se muscle, se perfectionne avec le temps. Cela commence par l'observation. Faites une pause et posez-vous des questions simples. Qu'est-ce que je ressens en ce moment ? D'où vient cette émotion ? Est-elle ancrée dans une vérité objective ou dans une peur irrationnelle ? Ensuite, choisissez une action, même minime. Par exemple, disons que vous devez rédiger un courriel important, mais une vague d'anxiété vous paralyse. Et si je me trompe ? Et si on me rejette ? Au lieu de céder à cette peur, prenez une profonde inspiration et écrivez une seule phrase. Ce petit pas est une victoire. Il vous prouve que vous pouvez avancer malgré l'inconfort. Et chaque fois que vous faites cela, vous renforcez votre pouvoir, vous reprenez le contrôle, vous devenez le leader de votre propre vie. Ce contrôle émotionnel est crucial lorsque la vie devient difficile, et elle le deviendra. La vie est comme une mer agitée, parfois calme, parfois tumultueuse. Vous échouerez. Vous tomberez. Vous vivrez des jours où rien ne se passe comme prévu, où les obstacles semblent insurmontables. Dans ces moments,
vos émotions hurleront. Abandonne. C'est trop dur. Tu n'es pas à la hauteur. Si vous n'avez pas entraîné votre esprit à répondre plutôt qu'à réagir, vous risquez de céder, de vous replier, de laisser ces moments définir votre parcours. Mais si vous avez construit cette discipline émotionnelle, vous ne vous effondrerez pas. Vous ferez une pause, vous recalibrerez, vous trouverez une nouvelle voie. Vous avancerez, non pas parce que vous vous sentez invincible, mais parce que vous avez décidé que votre avenir compte plus que votre humeur du moment. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous travaillez sur un projet personnel, comme lancer une petite entreprise. Un jour, un client refuse votre proposition, et une vague de découragement vous envahit. Votre instinct pourrait être de tout arrêter, de vous dire « à quoi bon continuer ?» Mais si vous pratiquez le contrôle émotionnel, vous prenez du recul. Vous vous demandez « d'accord, je me sens rejeté, mais est-ce que cet échec définit ma valeur ? Non. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ? Comment puis-je m'améliorer ? Puis, vous faites un pas en avant, vous contactez un autre client, vous révisez votre stratégie, vous persévérez. Ce n'est pas l'absence d'émotions négatives qui fait la différence, c'est votre capacité à agir malgré elles. Ce travail demande des répétitions, comme un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Chaque fois que vous choisissez d'agir malgré la peur, le doute ou la fatigue, vous renforcez ce muscle émotionnel. Vous apprenez à voir les émotions pour ce qu'elles sont, des indicateurs, pas des dictateurs. La peur vous signale un risque potentiel, mais elle ne doit pas vous arrêter. La résistance indique que vous poussez vos limites, et c'est là que la croissance se produit. Le doute vous rappelle que vous êtes en territoire inconnu, et c'est une bonne chose, car c'est là que vous évoluez. Avec le temps, ces moments d'inconfort deviennent moins intimidants. Vous commencez à les accueillir comme des signes de progrès, des preuves que vous vous étirez, que vous devenez plus grand. Ce contrôle émotionnel ne signifie pas être toujours calme ou impassible. Vous pouvez pleurer et être fort. Vous pouvez vous sentir perdu et avancer quand même. Vous pouvez avoir peur et être courageux. C'est le paradoxe de la croissance. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action face à elle. Et chaque fois que vous choisissez d'agir malgré vos émotions, vous construisez une confiance en vous qui devient inaltérable. Cette confiance ne vient pas d'un sentiment magique qui apparaît de nulle part. Elle se forge dans les petits moments où vous décidez de ne pas laisser vos émotions prendre les commandes. Alors, commencez dès aujourd'hui. La prochaine fois que vous ressentez une émotion qui vous pousse à reculer, peur, doute, fatigue, faites une pause. Reconnaissez-la. Demandez-vous, que me dit cette émotion ? Est-elle basée sur une vérité ou une peur ? Puis, faites un pas, même minuscule. Écrivez une phrase. Faites une tâche. Passez un appel. Ce pas, aussi petit soit-il, est une déclaration. Vous êtes plus grand que vos émotions. Vous êtes le maître de votre parcours. Et avec chaque pas, vous vous rapprochez de la vie que vous voulez construire. Une vie où vos rêves ne sont pas limités par vos humeurs, mais propulsés par votre détermination. Et dans ces moments où la vie vous met à l'épreuve, c'est votre contrôle émotionnel qui vous gardera debout. Ce contrôle ne signifie pas être toujours calme, imperturbable, comme une statue de marbre face aux tempêtes. Il s'agit d'être honnête avec vous-même. Il s'agit de vous donner la permission de ressentir la tristesse, la confusion, la peur sans permettre à ces émotions de prendre le contrôle de votre gouvernail. Vous pouvez verser des larmes et rester fort. Vous pouvez vous sentir perdu et faire un pas en avant. Vous pouvez avoir peur et incarner le courage. C'est là le paradoxe de la croissance. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action en sa présence. C'est comme marcher sur une corde raide. Le vent peut souffler, vos jambes peuvent trembler, mais vous continuez à avancer, un pas à la fois, parce que vous savez que la chute n'est pas inévitable tant que vous gardez les yeux fixés sur votre objectif. Alors, cessez d'attendre de vous sentir prêt. Cessez d'espérer que la confiance tombera du ciel comme par magie. La confiance n'est pas un don qui vous est offert, elle se forge dans l'action. Elle naît lorsque vous faites les choses difficiles, même lorsque votre cœur bat à tout rompre, lorsque votre esprit doute, lorsque tout en vous supplie de faire demi-tour. Imaginez que vous êtes un forgeron et que chaque action,
chaque pas en avant, est un coup de marteau sur le métal brut de votre confiance. À chaque coup, le métal prend forme, devient plus fort, plus défini. Par exemple, disons que vous devez parler en public, une tâche qui vous terrifie. Votre instinct pourrait être de fuir, de trouver une excuse. Mais si vous choisissez d'agir, de monter sur scène, même avec des mains tremblantes, vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de surmonter l'inconfort. Et chaque fois que vous le faites, votre confiance grandit, non pas parce que la peur disparaît, mais parce que vous apprenez à la dépasser. Cette confiance croissante change la dynamique de vos émotions. Plus vous agissez, plus vos émotions commencent à s'aligner sur vos actions. C'est comme entraîner un cheval sauvage. Au début, il résiste, mais avec du temps et de la constance, il apprend à suivre votre rythme. Vos émotions, qui semblaient autrefois des forces indomptables, commencent à vous suivre plutôt que de vous mener. Cette vie est la vôtre, et personne d'autre ni votre peur, ni votre doute, ni vos humeurs passagères ne devraient décider de la manière dont vous la vivez. Lorsque vous maîtrisez votre état émotionnel, lorsque vous refusez de laisser des sentiments temporaires dicter des décisions permanentes, vous devenez puissant. Vous devenez libre. Cette liberté est profondément liée à la discipline, un concept souvent mal compris. Beaucoup de gens voient la discipline comme une punition, une cage rigide qui étouffe la joie de vivre. Mais c'est une vision erronée. La discipline, c'est la liberté. Ce n'est pas une question de perfection, de suivre chaque règle à la lettre ou de cocher toutes les cases d'une liste sans fin. La discipline, c'est la constance dans les choix qui reflètent la personne que vous voulez devenir. C'est choisir de vous présenter, même lorsque tout en vous crie de rester au lit. C'est tenir les promesses que vous vous faites, même lorsque personne ne vous regarde. Imaginez la discipline comme les rails d'un train. Il ne limite pas votre voyage, il vous guide vers votre destination, vous permettant d'aller plus loin, plus vite, sans dérailler. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. La motivation est un feu de paille, elle s'enflamme rapidement, mais s'éteint tout aussi vite. Elle est capricieuse, dépendante de votre humeur ou des circonstances. La discipline, en revanche, est une décision. C'est un engagement que vous prenez chaque jour, celui de donner la priorité à vos objectifs sur vos excuses. C'est choisir les bénéfices à long terme plutôt que le confort immédiat. Par exemple, disons que vous voulez vous remettre en forme. La motivation pourrait vous pousser à aller à la salle de sport un jour où vous vous sentez énergique. Mais la discipline, c'est ce qui vous y emmène même lorsque vous êtes fatigué, même lorsque le canapé semble plus attirant. Ce choix, aussi difficile soit-il, est votre pouvoir. Car lorsque vous apprenez à faire ce qui doit être fait, même sans en avoir envie, vous cessez d'attendre que le changement arrive. Vous devenez le changement. Prenons un autre exemple. Imaginez que vous travaillez sur un projet entrepreneurial, mais les premiers résultats sont décevants. La motivation initiale s'estompe, et vous êtes tenté d'abandonner. La discipline, c'est ce qui vous pousse à continuer, à ajuster votre stratégie, à apprendre de vos erreurs, à persévérer. Ce n'est pas glamour, mais c'est efficace. Chaque fois que vous choisissez la discipline, vous renforcez votre identité en tant que personne qui tient parole, qui agit, qui construit. Et cette identité devient une force imparable. La discipline crée une structure, un cadre qui soutient vos ambitions. Sans elle, vos rêves restent des souhaits, des idées flottantes sans ancrage. Avec la discipline, ces rêves prennent forme, deviennent réalité. C'est comme construire un pont. Chaque jour, vous posez une poutre, même lorsque le travail semble monotone ou difficile. Avec le temps, ces poutres s'assemblent pour former une structure qui vous mène là où vous voulez aller. Et la beauté de la discipline, c'est qu'elle devient plus facile avec la pratique. Ce qui était autrefois un effort conscient devient une habitude, une seconde nature. Alors, commencez dès maintenant. Identifiez une promesse que vous vous êtes faite, peut-être écrire tous les jours, économiser une petite somme chaque mois, ou apprendre une nouvelle compétence. Engagez-vous à tenir cette promesse, même les jours où vous n'en avez pas envie. Faites un pas, même petit. Ce pas est une déclaration de votre pouvoir, une preuve que vous êtes maître de votre vie. Et avec chaque pas,
Vous vous rapprochez de la liberté de vivre selon vos propres termes, de construire une vie qui reflète votre potentiel. La discipline n'est pas une cage. C'est la clé qui ouvre la porte à tout ce que vous pouvez devenir.